unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Un saludo a mis compañeros. Merci beaucoup de m'avoir invité et je salue tous mes camarades qui sont réunis dans cet espace de rencontre. Alors non seulement je me joins à vous dans le rejet de ce qui s'est passé au Venezuela ce 3 janvier, qui est un moment de bascule transnationale et d'apparition ou retour de l'impérialisme dans la région, je crois qu'il est important aussi d'inscrire le Venezuela dans le contexte latino-américain et de faire le point sur la situation de l'Amérique latine dans son ensemble pour ce qui a trait aux conditions qui ont favorisé d'une certaine manière cette intervention si violente. Face à l'apparition des États-Unis, cette apparition si violente en Amérique latine, on a pu constater une perte d'influence qui est allée la main dans la main avec l'adoption de décrets. Alors le problème, c'est que Dick prend la parole en même temps, ou essaye du moins, d'où double son. Alors, nous savons que nous sommes dans un état permanent de sectionnalité dans la plupart des pays latino-américains. Et cette situation a promu également la coercition sous diverses formes. Au Venezuela, c'est le blocus économique que l'on a pu subir au cours des dernières années, mais qui s'est aggravé au fil du temps. Pourquoi? Eh bien parce que l'on a traversé une vague de migration. Un tiers de la population vénézuélienne est migrante et cela a réveillé la xénophobie, la crainte de l'autre. Cela fait qu'il est extrêmement difficile, dans le cadre de l'affaiblissement des cadres législatifs nationaux et internationaux, qu'il soit difficile donc de reprendre les rênes d'un État démocratique. Alors en fait, nous avons pu constater aussi la multiplication des violences éco-territoriales, donc des zones qui sont complètement sacrifiées dans la région, des zones qui subissent les coups de l'extractivisme qui vient justement de cette vision patriarcale aussi et qui met à mal toute la vie des femmes paysannes, des femmes indigènes, des populations autochtones. Il y a beaucoup de pollution, de déforestation et les économies locales, communautaires qui dépendent de la santé des écosystèmes sont mises à mal. Alors par ailleurs, nous traversons également dans cet état d'exception qui perdure, nous traversons des formes forcées de la normalisation. Alors par exemple, on parle de la dictature de la normalité au Mexique. Et bien c'est justement, on essaye d'imposer par la force une paix, mais par le contrôle des dissidences, etc. Et donc au Venezuela, on constate ce même phénomène très très fort où il y a une privation de la liberté et une destruction progressive des droits de tout un chacun. Et par ailleurs, dans l'ensemble de l'Amérique latine, et ce n'est pas qu'au Venezuela, qu'on voit les nouvelles formes du latifondisme, de gestion donc de l'accès à la terre, de gestion des espaces et des territoires. On voit donc une expansion des logiques des accès aux terres pour l'extraction minière ou d'autres activités industrielles, comme dans le cas de l'Équateur au cours des dernières années. On a vu que cette situation s'est grandement aggravée. Tout ceci aboutit à une criminalisation de quiconque s'oppose à cela. Alors la situation que Pedro a décrit en termes économiques au Venezuela, tout ce qui a trait à l'atteinte aux droits syndicaux et aux droits du travail au Venezuela, ça fait qu'il y a tant de personnes qui vivent ou qui survivent en fait simplement parce que les activités économiques doivent être réglées dans une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale. Donc vous voyez aussi la gageure. Un autre élément
au Venezuela, plus que dans le reste d'Amérique latine, on a pu voir tout ce qui a trait à l'aide humanitaire. Nous avons traversé une crise particulièrement longue et on voit que les organisations qui essayent de garantir la subsistance, la survie de certaines communautés sont aussi pointées du doigt. Alors d'une certaine manière, on peut dire qu'en tant que pays, nous n'avions pas connu un processus de multiplication des ONG comme ailleurs, mais il faut comprendre que l'évolution de la crise économique a frappé également cette partie-là de la société civile. Et donc, le secteur qui a essayé d'apporter une réponse aux besoins sociaux, qui a essayé d'organiser une réponse pour faire face aux problèmes humanitaires, etc. Il y a donc une recherche de nouvelles formes d'action, d'organisation pour accompagner les différents processus et renforcer les communautés locales. Tout cela se voit menacé aujourd'hui également. Et c'est lié, bien sûr, aux coupes budgétaires à ce secteur. Et en termes politiques maintenant, je crois que ce qui est survenu et qui mérite une explication, c'est l'influence de la Chine qui s'est renforcée dans la région, qui gagne en puissance dans la région par le biais de différentes formes de coopération, parfois de pression, mais il y a vraiment, on peut décliner cette présence chinoise par de multiples formes de présence ou de coopération, mais c'est un acteur de la région désormais, un acteur incontournable. Il y a des liens commerciaux, on sait la lutte commerciale entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, à cela s'ajoute aussi le fait que l'on est dans une crise de redéfinition des gauches ou de la gauche auxquelles s'opposent les formes autoritaires de bon nombre de gouvernements dans la région. Alors, des gouvernements qui parfois se disent de gauche, mais qui en fait traduisent des politiques des politiques conservatrices, qui violent ou qui s'attaquent aux droits des femmes, qui s'attaquent à la défense de l'écologie, qui font pression des termes politiques. Alors, en ce qui concerne les organisations sociales, elles aussi sont mises à mal parce qu'il y a donc une lutte contre toute diversité politique, en fait. Toute expression qui s'écarte du gouvernement, eh bien, c'est vu d'un mauvais œil. On lutte contre une diversité quelle qu'elle soit. Et on se situe en outre dans un moment où il y a des avancées, malgré les difficultés à cause des questions pétrolières et l'épisode le plus récent. Alphonse Pérez, un camarade, a évoqué un phénomène particulier, mais en plus, il y a quand même un progrès de différentes corporations, un progrès ou une avancée des intelligences artificielles. Et donc, on est dans une situation plutôt critique pour pouvoir prévoir les plans de transition. Il y a l'extraction de matériaux critiques. Bien sûr, cela va dans le sens de l'intelligence artificielle, mais tout ce qui a trait également à la défense, aux dépenses militaires, cela aussi est mis en avant. Et cela va de pair avec l'intelligence artificielle. La Chine continue de détenir 85% des capacités de traitement de ces terres rares pour avancer dans le sens de l'intelligence artificielle. Et dans ce contexte, nous sommes donc en train de rejoindre le niveau des connaissances à un niveau mondial. On sait que les réserves pétrolières sont parmi les plus grandes au monde, les réserves d'or aussi, mais face à la menace que représente le Venezuela avec le modèle qui avait été mis sur pied et que l'on essayait de consolider pour que les transactions pétrolières ne se fassent pas en dollars mais en monnaie nationale, eh bien vous savez ce qui s'est passé par exemple avec l'Afghanistan, avec la Bolivie. Eh bien, le Venezuela avait commencé à vendre
son pétrole dans d'autres devises pour essayer de générer un plus grand revenu économique et cela a déclenché une réaction immédiate. On a relancé donc la doctrine Monroe sous Trump. Et cela est grandement préoccupant parce que les pays qui dépendent du pétrole sont dans une situation de haute vulnérabilité face au changement climatique, face à tout ce qu'il convient de mettre en place comme adaptation pour surmonter la crise. Et cela, c'est vécu de plein fouet par les organisations au Venezuela. D'autant plus qu'il est absolument indispensable de recouvrer les droits fondamentaux, la liberté des prisonniers politiques, le droit du travail, comme le disait Pedro en début de réunion. Outre à tout cela, il y a le décret tout récent. En 2024, on a caractérisé la forme de gouvernement vénézuélien comme une alliance civilo-militaire et c'est cela qui fait que les droits politiques sont mis à mal pour un grand nombre de personnes au Venezuela et simplement le fait d'être militant dans les zones qui ont été ou les domaines qui ont été évoqués réveille la pire des répressions. Il y a également beaucoup d'aspects liés à la santé, par exemple, et à d'autres domaines qui font que la répression et la crise est maintenue très récemment à partir de la crise de janvier, l'invasion des États-Unis et le fait que très explicitement les États-Unis mettent la main sur le gouvernement vénézuélien, cela met à mal l'ordre établi et la garantie du contrôle des territoires, du contrôle des ressources est modifiée. Donc une ouverture du débat politique à nouveau au Venezuela, c'est quelque chose que l'on commence à voir à nouveau, mais qui exige en fait que l'on revienne à une véritable démocratie. Il faudra pour ce faire reconfigurer la polarisation même. Au Venezuela, parmi les facteurs et les concepts que l'on jette sur la place publique pour décrire la situation, on parle de transition coloniale par exemple, puisqu'il y a cette coercition et coaction. Toute cette reconfiguration de la polarisation politique qui doit être menée, et d'une certaine manière, il faut aussi prévoir un certain assouplissement des sanctions qui avaient été imposées par la force par les États-Unis. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais en interne, comme le disait Pedro, il y a aussi une sorte de dissonance cognitive dans les discours. Tout ce que l'on dit sur le Venezuela, il y a ce que l'on dit en interne, ce que l'on dit quand on se tourne vers l'extérieur. Et là, vraiment, c'est comme un choc idéologique, comme un affrontement idéologique. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose en Argentine par rapport à ce que l'on voit là-bas, la politique narco-libertaire, par exemple, ce qui survient au Venezuela, c'est quelque chose que l'on peut également mentionner parce que cela va dans le même sens. Tout ceci représente un impact caractérisé. Cet imaginaire pétrolier au Venezuela, ce que la justice pourrait obtenir pour le Venezuela en termes de droits économiques et de relance, de reprise, de justice environnementale également, de justice pour les communautés locales face à cette reprise qui est si urgente, cette récupération des droits aussi. Et alors pour conclure, un appel très important à solidarité face à toute forme d'autoritarisme, face à cet impérialisme. Ce ne sont pas des choses qui s'excluent, mais il faut qu'il y ait une cohérence en ce qui concerne ce que peuvent faire les forces de transformation, ce que l'on peut faire auprès des communautés locales, comme on l'avait fait par le passé, le fait que la jeunesse puisse intervenir aux côtés des travailleurs,
pour que les militants et militantes, pour que les femmes au Venezuela qui sont aux premières lignes de la lutte pour la situation familiale dans laquelle elles se trouvent, entre autres choses. Et donc, il faut absolument relancer cette possibilité d'un débat politique qui retrouverait donc son ampleur et son caractère authentique. Voilà, j'arrêterai là et j'attends beaucoup du débat que nous allons tenir. Merci.